sur TPE News, il est 2 h du matin. Tout de suite, un reportage sur les associations sociales de Villefranche-sur-Saône. Sont-elles réellement efficaces? Un reportage réalisé par Jenny Goiffon, Antoine Tisserand et Alex Villot. Villefranche était en 2015 la 15e ville la plus pauvre d'Auvergne-Rhône-Alpes selon le site bestof.one. Cette même année à Villefranche, le taux de chômage dépassait les 18%. Mais alors, à quoi est due cette pauvreté? Quelles sont les associations qui luttent contre cette pauvreté et sont-elles efficaces? Pour répondre à ces questions, nous nous intéresserons d'abord à la cause principale de la pauvreté caladoise, à travers une rétrospective historique des différentes phases d'industrialisation et de désindustrialisation qu'a connue la ville de Villefranche ces 2 derniers siècles. Nous étudierons ensuite les dynamiques existantes luttant contre les inégalités, puis nous nous pencherons plus en détail sur ces associations mises en place afin d'aider les populations les plus pauvres, comme Oasis d'amour et le Secours catholique. Pour finir, nous nous demanderons si ce tissu associatif est efficace et s'il est possible de s'inspirer de dynamiques étrangères pour l'améliorer. Donc bienvenue dans l'étude du tissu associatif caladois luttant contre les inégalités sociales à Villefranche-sur-Saône, ville chargée d'histoire industrielle par Jenny Goiffon, Alex Villot et Antoine Tisserand. Tout d'abord, Villefranche-sur-Saône est une ville où la pauvreté est importante. En effet, en 2015, le taux de chômage dépassait 18%. En cause, les différentes phases de désindustrialisation qu'a subi Villefranche ces 2 derniers siècles. Mais avant de connaître la crise démographique qu'elle connaît aujourd'hui, la ville de Villefranche a connu une grande période de prospérité, et notamment au XIXe siècle. En effet, durant cette période, Villefranche connaît un grand développement, grâce à la révolution industrielle. Suite à la Révolution française, la ville, jusqu'alors contrainte dans ses remparts, s'étend et double sa superficie. Ainsi, le XIXe siècle apparaît pour la région caladoise comme une grande période de prospérité économique. Le développement industriel de la ville n'a fait que croître dans les années 1950-1960. La proximité d'une voie ferrée, mais surtout d'un port fluvial, a permis à la ville de Villefranche de prospérer économiquement. L'industrie métallurgique et les entreprises de travaux publics sont venues peu à peu remplacer les fabriques de toiles et autres usines de tissage. La crise qui fait suite au fort choc pétrolier de 1974 affaiblit fortement l'économie caladoise et toute une population non qualifiée va se retrouver au chômage. Et c'est pour la première fois de son histoire que Villefranche observe une baisse notable de sa population. Autrement dit, le fort taux de chômage est dû à une désindustrialisation durant les années 80. En effet, pas assez moderne et trop coûteuse, les usines ferment les unes après les autres. Pour remédier à ce problème, le district de Villefranche met en place en 1962 une politique volontariste afin d'entamer la reconversion économique de la ville. Aujourd'hui, la cité caladoise, qui a beaucoup misé sur les nouvelles technologies, a réussi à redresser son économie qui redevient peu à peu florissante. Ainsi, ces 2 derniers siècles apparaissent contradictoirement comme une grande période de prospérité économique, mais aussi comme une période de misère ouvrière aggravée. L'histoire de l'usine Calor est un bon exemple du phénomène de désindustrialisation qu'a connu la ville de Villefranche à la fin du XXe siècle. Ouverte en 1966 et fermée en 1996, l'usine était spécialisée dans la fabrication du petit électroménager et embauchait plus de 800 salariés, dont une majorité de femmes. Elle produisait des rasoirs, des fers à repasser, des couvertures chauffantes et divers autres produits. En 1972, la société Calor fut aspirée par le groupe SEB, qui absorba encore de nombreux concurrents français et étrangers. Des nouveaux produits fabriqués à des milliers d'exemplaires expliquent la mégalomanie du groupe. Cependant, l'usine Calor connaîtra des difficultés qui l'obligeront à la compression de personnel et à des réductions hebdomadaires du travail. La concurrence internationale de plus en plus importante oblige les multinationales et même les plus petites entreprises à la restructuration et à la délocalisation des fabrications vers des pays à plus bas salaire. Des mesures telles que les départs anticipés à la retraite sont proposées, afin d'éviter que la situation ne s'aggrave. En 1996, SEB ferme les usines ayant un ratio de rentabilité insuffisant, dont celle de Villefranche. Et cela provoque des manifestations, aussi bien du personnel et des syndicats, mais aussi des parlementaires de la région. Le gouvernement viendra confirmer la vision du groupe SEB
qui licenciera en 1999 la quasi-totalité du personnel. Ce phénomène de délocalisation a fait considérablement augmenter le taux de chômage entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. C'est cette augmentation rapide qui explique l'implantation de nouvelles structures sociales venant en aide aux personnes touchées par cette pauvreté nouvelle. Ok, maintenant on sait pourquoi il y a tant de pauvreté à Villefranche. Maintenant, rentrons dans le cœur de notre sujet. Quelles sont les associations existantes qui luttent contre les inégalités? Qui sont ces gens de l'ombre qui luttent pour le bien commun dans les structures associatives? Pour le savoir, nous sommes allés à leur rencontre. Pour commencer, nous avons décidé de nous intéresser à l'épicerie sociale Calade. Cette association, dont les locaux ont été récemment déplacés à Glazé, a pour objectif d'apporter une aide et un accueil aux personnes en situation de précarité, de souffrance psychosociale et d'exclusion. Son fonctionnement pourrait être comparé à tort à celui d'un supermarché. En effet, cette épicerie sociale propose en échange d'une participation symbolique des produits alimentaires, des produits d'hygiène, de beauté ou encore des vêtements neufs. Mais pour mieux comprendre le fonctionnement de cette association, nous sommes allés à la rencontre de Sonia Bourreau, la responsable de cette structure. Mais avant, nous sommes allés voir Lisa, une amie à nous, bénévole au sein de cette association, pour qu'elle nous explique le fonctionnement global de la structure. Je m'appelle Lisa Sangoire, j'ai 17 ans, je suis en première ES à Mongré et ça fait quelques mois environ que je suis à l'épicerie solidaire. Tous les matins, on vide les camions, on range, on trie, principalement ça. Alors oui, c'est grâce à une amie, voilà, qui pendant les vacances m'a proposé et j'ai accepté. Alors malheureusement, ça fait assez longtemps que j'y suis pas allée pour plusieurs raisons, mais j'y allais pendant les vacances, j'y suis allée en fait tous les jours en fait, pendant les 2 mois de vacances. C'est des supermarchés qui vont nous envoyer gratuitement leurs produits, qui ne peuvent plus vendre parce que la date de péremption est trop proche, et que nous on va retrier par la suite et le vendre beaucoup moins cher que le prix d'origine. Alors on peut penser que c'est surtout les sans domicile fixe, les personnes qui n'ont pas de domicile fixe, mais c'est plus les personnes qui gagnent un salaire pas assez élevé pour pouvoir se permettre d'acheter dans les supermarchés, ou alors qu'ils ont une famille trop nombreuse, enfin il y a plein de raisons qui font que. Et après il y a des colis d'urgence qui se font quand on leur donne gratuitement des produits si ils n'ont vraiment pas les moyens. C'est vraiment un endroit où on redécouvre en fait un peu notre monde, et c'est vraiment une expérience très enrichissante à faire. Tout le monde est super sympa et je pense que ça vous aide vous au niveau personnel et aussi les autres, et c'est très touchant parce qu'on peut trouver des personnes en plus qui vous font rire et vraiment c'est génial d'y aller, donc n'hésitez pas. Merci. Ah ok, donc l'épicerie sociale n'est pas vraiment un supermarché. Maintenant que nous en savons plus sur cette structure, nous pouvons aller poser des questions plus précises à la gérante. Je suis responsable de la structure, là. Entièrement. D'accord. Donc vous organisez Les plannings, le recrutement de bénévoles, tout ce qui nécessite le fonctionnement de l'épicerie. Il faut que tout soit open, les camions et compagnie. La présidente, elle est médecin et elle a eu l'occasion de croiser sur son chemin une famille défavorisée, étrangère, avec des enfants en bas âge. Et puis, ça l'a bouleversée, on va dire, qu'elle soit à la rue comme ça. Elle les a accueillis chez elle. Et c'est de là qu'a germé l'idée. Mais avant de passer le cap, elle a commencé à s'occuper de toxico. Puisqu'elle était médecin, elle voyait des jeunes arriver. Et elle a commencé comme ça, sur le samedi, après, à distribuer un peu de nourriture. Et l'idée, elle est née comme ça, quoi. Après, son objectif, c'était de créer une structure où les personnes en grande précarité pouvaient quand même venir faire leurs courses et surtout choisir.
Ce n'est pas une épicerie qui est réservée qu'aux personnes qui sont en grande précarité. Ça peut être aussi des gens qui travaillent, qui gagnent le SMIC. Quand le loyer, la part de nourriture et la part éducation, il n'y a plus de sous pour se faire plaisir. Hein. Donc ces gens-là, on les reçoit. Je prends également des personnes, alors ça c'est par le bouche à oreille, une personne qui a une panne de voiture, c'est pas tout le monde qui a un bas de laine ou un petit écureuil, hein. Ils peuvent pas taper dedans, donc quand ils ont à remplacer un frigo, un lave-linge ou ne serait-ce qu'une réparation automobile, donc ces gens-là je les prends aussi. Ils peuvent s'adresser directement à nous, mais bon, vous avez vu comme je suis sollicitée et tout, donc je ne peux pas toute la journée. Donc on leur demande de passer par les circuits classiques, ce qui nous permet d'avoir une visibilité de la situation et puis de gagner du temps. Donc s'ils répondent aux critères et aux valeurs de l'association, nous les inscrivons. D'accord, donc il faut être inscrit pour pouvoir... Il faut être inscrit. Il faut vraiment être inscrit. C'est pas ouvert à tout le monde. Alors, il y a des actifs et des retraités. Et nous avons des candidatures spontanées, comme Lisa. L'équipe, 36 personnes. De passage, 140. 140 passages. Parce que dans les inscrits, ils n'ont pas l'obligation de venir toutes les semaines. Le projet futur, ça serait avoir un atelier culinaire. Pourquoi? Le matin, l'activité principale, c'est le tri, c'est la préparation, c'est la mise en rayon. Et quand on trie, on a des fruits, des légumes qui sont abîmés, donc on ne les vend pas. On met ça dans des caisses. Ça part aux animaux. On ne met pas à la poubelle, hein. Mais à partir de ça, on pourrait reconditionner tous ces fruits et légumes, quoi. Donc le projet, donc ça serait ça. Mais pour ce faire, il faut une cuisine semi-professionnelle qui réponde aux normes de sécurité. Et on aimerait, pour être un peu innovant, faire du conditionnement en bocal. Un autre projet, bon celui-là il coûte moins cher, ça serait faire un point informatique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas cet outil. Déjà pour faire leur carte grise, certains doivent se cogner les dents. Voilà, donc ça serait pour répondre à ça, des gens qui sont trop âgés pour pouvoir assimiler l'informatique, ouvrir un espace où il y aurait un bénévole, il viendrait avec carte grise à faire, demande de renouvellement de papier, tout ce qui se fait par Internet et qu'on nous impose. Parce que là, on ne décide pas, on nous l'impose. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci, vous avez été parfaite. Merci, vous aussi. Vous avez bien préparé votre sujet. Pour faire la comparaison avec cette association, nous sommes allés interroger les responsables d'une autre structure caladoise, le Secours catholique. Et voilà ce qu'ils nous ont dit. On est Caritas France, on est issu d'un organisme international donc, qui est Caritas. Et en France, voilà, donc c'est Jean Redin qui l'a mis en place en France. Le Secours catholique, c'est en 1947, puisqu'on a fêté les 70 ans en 2017. Voilà. Alors nos aides, c'est essentiellement l'alimentaire, mais l'alimentaire, pas le distributif comme les Restos du Cœur ou comme la main tendue. Nous, c'est de l'alimentaire d'urgence, enfin, c'est-à-dire qu'on les aide sur une période courte, voilà, sous forme de bons qui vont chercher dans les grandes surfaces. Et puis autrement aussi, on les accompagne au niveau de leur logement, donc au niveau du toit, hein, c'est-à-dire que s'ils sont des dettes de loyer, par exemple, s'ils ont des dettes d'eau, d'électricité, pour les remettre à flot. Et puis, quand c'est une première arrivée dans un logement, on les aide au niveau de l'électroménager. C'est-à-dire qu'on peut leur donner un bon, parce qu'on travaille avec un organisme de réinsertion sur Lyon qui s'appelle Environe. Environe récupère du matériel
et le remet en état, il le dit, et nous, on le leur achète à eux, ils le livrent, et ils sont garantis 1 an. Voilà. Dans le même esprit, au niveau informatique, Emmaüs Connect, on travaille aussi avec Emmaüs Connect, si quelqu'un a besoin d'un appareil, a besoin d'un... Voilà. Le principe, c'est qu'on essaie d'offrir aux personnes qui en ont besoin des activités en commun pour que les gens ne se sentent moins isolés, qui partagent des moments un peu plus agréables que ceux qui vivent en général. C'est-à-dire qu'on a plusieurs pôles de lutte contre la solitude. On a des jardins, Oui, c'est ce qu'on appelle des activités. d'accompagnement, oui, d'accompagnement. Un groupe de dames où où on fait un atelier cuisine, mais et c'est surtout une occasion d'échanger. Voilà. Et donc multiculturel, voilà, donc elles échangent entre elles et c'est très riche. On a eu aussi un atelier informatique. Donc pour justement les personnes qu'elles puissent, parce que maintenant tous les documents, enfin tous les dossiers se font sur Internet. Hein. Ce sont des gens qui sont envoyés par les services sociaux. Alors tout service social, hein, que ce soit les résidences de personnes, les résidences, hein, alors soit personnes en réinsertion, soit personnes étrangères, soit voilà, donc tous ces organismes qui bien sûr accompagnent les gens et quand ils sont en difficulté, nous demandent qu'on les aide. Alors toute personne en difficulté. Oui. Toute personne en difficulté, alors soit ponctuelle, soit à long terme. Long terme, c'est les étrangers donc sans papier, hein, qui sont hébergés, mais par contre n'ont pas, ou des fois même pas hébergés, hein, puisqu'on en a qui sont en squat. Hein, on a eu aidé, alors que normalement c'est pas légal, hein, au point de vue législation on n'a pas le droit, mais on fait bien quand même, on laisse pas les gens, voilà. Donc là c'est des aides d'urgence. Hein. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas de comment jamais hein. Donc ça, après, il y a ceux qui étaient en réinsertion et qui après accèdent à un logement. Donc on les aide pour l'installation de logement. Parce qu'il y a des associations qui hébergent momentanément des gens comme ça en difficulté, en attente de papiers. Et ensuite, quand ils ont des papiers et qu'ils ont leurs droits sont ouverts, hein, ils les aident à ouvrir des droits. Quand leurs droits sont ouverts, après, ils ont leur propre appartement. Et là, pour le coup, ils vivent normalement, quoi, puisque les droits sont ouverts. Voilà. Il faut qu'ils aient leurs papiers, 6 mois de papiers, pour pouvoir avoir droit aux allocations familiales. Alors déjà, à partir des allocations familiales, voilà. Donc ça, c'est pour les gens en difficulté. Après, on a des gens pas du tout étrangers, mais qui sont mis en panade pour des raisons X ou Y, hein, un chômage. Il y a 1000 situations. On est très vite en difficulté, quoi. Ils viennent chez nous avec un dossier recettes-dépenses fait par l'assistante sociale. Parce que les assistantes sociales sont tenues au secret professionnel, donc elles peuvent avoir accès à toute leur intimité financière. À nous, elle nous dit ce qu'elle croit bon nous donner, quoi. Voilà. Nous, on est simplement tenus à discrétion. Les assistantes sociales nous envoient les personnes avec un dossier administratif, mais nous, on les entretient. On ne passe en commission que si on les a entretenus. Ça passe en commission d'aide. Toujours. Donc ça veut dire qu'il y a toutes les équipes, les équipes du Beaujolais se réunissent, donc il y a au minimum 4 équipes qui se réunissent pour discuter de la validité de la demande. Mais en général, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà, oui. C'est pas l'équipe locale, c'est pas nous qui décidons. On fait les dossiers de bénévoles et après on le passe en commission. Donc on fait un tour de table, c'est-à-dire qu'on expose et puis chacun s'exprime. Nous, c'est des dons, hein, on fait la quête une fois par an dans la rue. Hein. Et autrement, on a aussi des subventions par les collectivités locales. Oui, on a quand même. Disons qu'on n'a pas beaucoup de subventions, mais on en a quand même de certaines communes, effectivement, Arnas et Lima, Arnas, Villefranche, voilà. Donc de toute façon, ça c'est reversé à la délégation du Rhône, parce que nous on dépend du Rhône, la délégation du Rhône donc à Lyon. Et ça ne vient pas, on n'a pas de budget qui nous appartient à nous en propre, à l'équipe. On dépend de l'organisation de Lyon. Et donc ça c'est valable sur toute la France. Pour toute la France, c'est centralisé. D'accord. Okay.
Pas du tout. Monsieur le maire nous a mis dans les mêmes locaux. Ici, Secours catholique, Secours populaire et Restos du Cœur, justement pour qu'il y ait un lien. Et ça s'appelle le lien. D'accord. Le V à l'entrée là. À l'entrée, vous avez vu le lien. Ouais, C'est pour ça. Hein. Donc le lien, il est là. C'est-à-dire qu'il est parce qu'on est au même endroit et qu'on fait du complémentaire. D'accord. C'est-à-dire que le Secours populaire, ils font plutôt des vêtements. Oui. Vêtements, jouets, vaisselle. Ils arrivent à donner un petit peu d'alimentaire. Hein. Voilà. Les Restos du Cœur, eux, font du distributif. Ils font des repas 2 fois par semaine. Et le mardi, ils s'occupent aussi des bébés. On a une obligation, enfin tout en étant confessionnel, d'être ouvert à tout le monde. Oui. Voilà. Hein. Donc, enfin je ne sais pas si je réponds à votre question, mais donc effectivement, nous sommes cathos, hein, pratiquants, pas pratiquants complètement, enfin non, c'est comme dans les bénévoles, hein. Mais par contre, on a tous le même esprit, c'est-à-dire que par exemple, le mercredi matin, une assistante sociale nous envoie quelqu'un, il n'y a pas de discrimination. Oui, oui. Au niveau des activités que fait Christine, donc des repas qu'elle anime, alors on l'anime avec le CICAS, c'est-à-dire un service municipal, le centre communal d'action sociale, mais en intercommunalité. Un CICAS, c'est intercommunalité. Voilà. Donc on le fait avec eux, donc c'est pour vous dire que on a quand même la notion de laïcité française qui est très intéressante en fait, hein, parce que la non-discrimination, il faut toujours réfléchir à la non-discrimination. Moi, je pense que surtout que les gens n'ont pas conscience justement de ce que l'État fait. Et ça, c'est même moi-même, qui n'ai pas eu de problème particulier, je veux dire, j'ai eu de la chance, mais je ne savais pas toutes les possibilités qu'il y avait. Oui. Et c'est vrai que là, je crois que les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe dans la société, et on a toujours tendance à voir nos problèmes, mais je veux dire, il existe des solutions. Donc, alors après, il faut y mettre du sien aussi. Hein, c'est sûr que vous n'allez pas dépenser sans arrêt. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que j'ai du mal à en parler, moi. Là où l'étude du tissu associatif devient intéressant, c'est lorsqu'on se demande s'il est efficace. En effet, grâce à des données statistiques, nous pouvons constater que malgré un tissu associatif extrêmement présent dans la région, la ville de Villefranche conserve un taux de pauvreté et de chômage important. Pour déterminer le réel impact du tissu associatif caladois, il faut inévitablement parler en chiffres. Villefranche et son agglomération comptent plus de 450 000 habitants et le nombre d'associations en activité dans le département du Rhône se situe entre 33 000 et 36 000. Villefranche-sur-Saône ne représente en fait que 11% de ce dernier, soit quand même plus de 3 600 associations qui embauchent 40 000 bénévoles. Et il se crée en moyenne 230 associations chaque année. Lorsqu'on parle de tissu associatif caladois, on commet l'erreur de compter également les associations qui ne luttent pas contre les inégalités. Ces derniers ne représentent en fait que 5,4% des associations caladoises, soit tout de même 216 associations. Cette dynamique associative extrapolée à la France métropolitaine peut être étudiée grâce à de nombreuses enquêtes de l'INSEE notamment. On constate alors que les associations présentes dans les villes françaises ne sont, dans leur mode de fonctionnement actuel, peu, voire pas efficaces. En effet, en France, il reste en 2016 plus de 8,8 millions de pauvres, soit un taux de pauvreté de plus de 14%. On constate cependant une légère baisse entre 2015 et 2016, de 0,2%. Mais elle s'explique plus par la mise en place de la prime d'activité que par une réelle augmentation du nombre d'associations sociales. Malgré que le taux de pauvreté soit élevé en France, il reste l'un des plus bas d'Europe. Cela s'explique grâce à la mise en place par l'État de nombreux moyens de redistribution économique. Mais alors, quelles sont les alternatives mises en place par les autres pays du monde pour apporter une aide aux personnes en situation de précarité? En Suède par exemple, il n'existe pas de régime de protection sociale spécifique selon les différentes catégories socio-professionnelles. Tant les travailleurs salariés que les travailleurs indépendants bénéficient de prestations sociales dans le cadre d'un régime général dans lequel toute la population est couverte. La Suède est un pays particulièrement développé dans le milieu de l'aide sociale du fait de l'utilisation d'une protection sociale visiblement bien plus efficace qu'en France.
Le régime de protection sociale marocain couvre quant à lui les salariés du secteur public et du secteur privé. Il assure aux intéressés une protection contre les risques de maladie, l'invalidité, la vieillesse, le chômage et il sert des prestations familiales. Le régime indien de protection sociale couvre les assurés contre certains risques. Il n'est pas universel et ne prévoit qu'une couverture limitée qui vise surtout les travailleurs du secteur organisé, constituant moins de 10% de la population. La loi chinoise sur l'assurance sociale entre en vigueur le 1er juillet 2011, qui repose sur 5 piliers: l'assurance vieillesse, l'assurance santé, l'assurance maternité, l'assurance chômage et l'assurance contre les accidents du travail. Le gouvernement chinois tente de mettre en place le système de crédit social, qui est un projet du gouvernement visant à mettre en place d'ici 2020 un système national de réputation des citoyens. En conclusion, chaque pays du monde possède des aides différentes pour lutter contre les inégalités, mais aucun ne dispose d'assez de moyens financiers pour les éradiquer complètement, ce qui a pour effet de les faire subsister partout autour du globe. De plus, elles s'intensifient avec le temps. Selon une récente étude, les 26 personnes les plus riches au monde possèdent autant que les 50% les plus pauvres. Pour conclure l'intégralité de notre présentation, on peut dire que Villefranche, après avoir connu une grande phase de prospérité économique, a été confrontée à un phénomène de délocalisation massive de son industrie. La ville a vu alors son tissu associatif social se développer rapidement. Mais ces associations, malgré leur grand nombre, ne sont que peu efficaces à grande échelle. Elles aident surtout à la réinsertion professionnelle et à la demande de prestations sociales nationales qui, elles, sont efficaces à plus grande échelle. Dis-moi quand tu tournes. Ça filme déjà depuis 40 secondes. J'ai plus de papier, du coup. Il est où mon papier? Il est là, mon papier. Je peux pas que je bouge. Je suis au bon endroit, je suis dans le point là. Merci. Vous moquez pas, c'est compliqué, ok? L'usine était spécialisée dans la fabrication du petit électroménager. Non, c'est triste. C'est triste. À ce regard face à la caméra. Faut être joyeux. Ouverte en 1966. En 1972, la société Calor fut aspirée par le groupe SEB. En 1972, la société Calor fut aspirée par le groupe SEB, qui... Ok. En 1972, la société Calor... En 1972... En 1972, la société Calor fut aspirée par le groupe SEB, qui absorba encore de nombreux concurrents français. Ok. Ça me saoule cette première phase de... En 1972, la société Calor fut aspirée par le groupe SEB, qui absorba... Seb, ta grand-mère! T'as un punching ball, un truc. un pouf, attends, j'ai un pouf. Viens là, C'est bon, j'ai j'ai un pouf. Là, j'ai un pouf, là. C'est vraiment de... Bon, faut que je pas frapper, c'est... Je sais pas. Non mais ça va être magnifique. Ah mais là c'est pas... Non, enlève.